Bien, bonjour à tous. Il est déjà exactement 12h32. Nous sommes le 20 mai. Le gouvernement français vient en vidéo élu, entre guillemets. On va en parler tout à l'heure. Je reçois ce matin, comme d'habitude, nos amis de l'eau en toute sauce, Ismar et Jacques. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers compatriotes. Bonjour tout le monde qui est pour nous là. Un peu plus tard, on aura la chronique sur le vendredi, ce jour les chroniques. Marlène Ferdi-Riccio, on parlera avec elle, bien sûr, de culture, de cinéma. Un peu plus tard, Isabelle Faye, chronique Isabelle, c'est quoi cette affaire? Et puis nous allons recevoir aussi Isabelle Adonis, de Isabelle, même jour là d'ailleurs, Adonis Flandrina et son époux Jackie Adonis. Elle est la cofondatrice de la directrice de Isanaja Consulting. On parlera un petit peu justement de projets que ces gens-là vont mettre en place dans les jours qui viennent. Sinon, l'actualité, bien sûr, je vous ai dit, ce gouvernement français qui est en place, mais on parle là du procès de Domota qui s'est terminé hier. C'est pas très clair tout ça. Domota même le dit. Il avait 9 avocats, son recours, préfet des lycéens avec Olivier Félix, et journaliste de diabétologie. Et on va terminer dans le cadre du mai des mémoires avec les écoliers des abîmes, puisque vous savez que le mois de mai, c'est mois à mémoire, justement. Et donc, il y a une initiative qui a été faite, de parler des historiens, de l'histoire de la Guadeloupe, une petite histoire de la Guadeloupe avec le CIPN. Voilà un peu le sommaire. Tout de suite, le proverbe du jour. Proverbe du jour, tété d'Ubbout, c'est pour longtemps. La route tourne et tout est éphémère. Il va mal ça, là. Tété d'Ubbout, c'est pour longtemps. Donc, Didier Manette. Qu'est-ce ça veut dire, la route tourne? La route tourne et tout est éphémère. Voilà. Mais oui, mais on peut ni tété là comme ça, et à un moment donné. Oui, à la fin. À la fin, il a tombé. Bon, bref, justement, deux petits mots sur le sujet, sur le gouvernement, nouveau gouvernement. On va tout passer en revue. On va passer seulement 3 noms. Qui sont quand même significatifs de ce gouvernement. Je vais parler de, premièrement, Justine Bénin, qui a été nommée ministre de la Mer. Ah bon? Oui, ministre de la Mer, Madame Bénin. Voilà, Justine Bénin. Elle a gagné, entre guillemets, un ministère. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'on avait parlé beaucoup d'Olivier Servat, mais finalement, il n'a pas passé la barre. Ensuite, deuxième ministre qui va nous interpeller un petit peu, c'est le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, qui est un intellectuel franco-africain, on va dire. Il est né en France. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup et qui s'est beaucoup impliqué dans la diversité et l'immigration. Il a écrit un ouvrage là-dessus. Pape Ndiaye, il s'appelle le ministre de l'Éducation. Il balance un petit peu Blanquer qui était là. Et puis la dernière personne sur laquelle on va s'arrêter, c'est la ministre de la Culture, qui est aussi d'origine, on va dire, arabe, libanaise particulièrement. Elle est arrivée en France, elle avait, je crois, 12 ans. Elle s'appelle Rama Abdul Malak. Elle a été quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué dans la culture en France. Elle est très appréciée du monde culturel français. Alors, ces 3 signaux aujourd'hui dans le gouvernement Macron ne sont pas tout à fait un hasard, mais il faudra attendre, bien sûr, les prochaines législatives, savoir si ce gouvernement sera maintenu tel quel ou s'il y aura encore des remaniements. On sait qu'Olivier Véran a été nommé porte-parole, il n'est plus ministre de la Santé. Gabriel Attal, lui, il est ministre pas à l'intérieur, Darmanin est resté à l'intérieur, et Gabriel Attal, qui était porte-parole, est devenu, je crois, ministre des Affaires intérieures, si je me trompe. Et le ministre de la Justice est resté. Ah bon? Oui. C'est un poids lourd. C'est un poids lourd. Ainsi que le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, Darmanin et le ministre de la Justice. Et l'économie. Économie. Oui, aussi, il est resté. Oui. Comment ça s'appelle? Bruno Le Maire, ils sont restés. Et donc, Dom-Tom, c'est une nouvelle dame, Yael, je ne sais plus son prénom. On aura l'occasion d'y revenir. Messieurs, nous allons parler d'aide l'eau, puisque au niveau du SMEAG, on a bien vu cette semaine le mouvement. On a entendu quelques explications de Francis. Mais est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que les choses avancent? Oui. Enfin, si le mouvement de grève là, ça est passé là? Oui. Non, ça, point de vue, on a regardé depuis le temps. On a dit, est-ce que il n'a pas fait ça dans la syndicat dans la précipitation? Est-ce que tu es assez temps? Parce que pour problème qui n'y a une sorte de déception. Parce que nous votons en loi le 29 avril 2021. En 4 mois, nous disons qu'il faut un syndicat. Et puis, on n'a pas de problème. Là, on a gardé des problèmes, nous parlons des factures, problèmes, on a dit que
c'est qu'on n'a pas de temps de travail anticipé. Alors, ça, c'est un que, en tout cas, parler ça, et Jacques, moi, là, quand tu travailles là, il dit, il pas qu'on est là, il pas qu'on fait et puis, est-ce qu'on comprend? Faut dire, à venir, on ne peut pas travailler dans le flou, même si on peut payer, il faut prendre rien là. Mais d'après moi, il faut qu'ils savent où là, qui situation est. Parce que le monde ne pas penser ça. Mais là où on travaille, il faut connaître. Quand on devenir, est-ce que par exemple, il faut prendre tout le monde, est-ce qu'on ne pas connaître qui peut faire? Peut-être un parti, on regarde un point million pour regarder qui sol, qui gens, et après c'est dit bon, pas de l'argent, et bien nous vous dans telle collectivité, il faut nous savoir. Et on pense qu'on ne peut pas laisser travailler dans l'insécurité. C'est pourquoi on a dit que, est-ce que par exemple, il voté loi là, mais il n'a pas été envisagé syndicat un an après. Un an après, pour nous avoir un temps pour faire les bêtises. Pas que tu aies une préfiguration, mais on est incapable de dire pourquoi il est incapable de résoudre les problèmes. Parce que là, tout à l'heure, nous parlons de ça, parce que c'est des problèmes qui sont de l'eau. Et puis, ces syndicats-là, moi, ça décevant parce que nous devons penser que, ou que mettons un syndicat comme ça, parce que notre société, c'est le KPCT santé en 2009, un syndicat unique, et c'est un bon bitin pour obtenir une vision stratégique globale. Mais et puis, ces capacités qu'on a là sont déception. Donc, ça c'est assez dangereux. Si on dégoûté et on machin, nous payons ni qui mauvais résultat. Ouais. Parce que si on n'a pas de satisfaction, on paye payer de l'eau non plus. Oui, alors, je vais en complétude d'Ismar rappeler que nous avions, dès les enquêtes faites par les parlementaires pour la création de la loi 2021-513 du 29 avril 2021 qui a donné naissance au SMGAG, fait dans tous les rapports préalables, depuis bien longtemps avant, les rapports sur l'eau, la loi sur l'eau, tout ce qu'il fallait, un chapitre particulier sur les spécificités, les contraintes de la Guadeloupe. Et nos élus, quel que soit leur bord politique, sont partisans dans le verbe d'une structure unique. Mais dans l'opérationnalité, c'est-à-dire la matérialisation, nous leur avons suggéré de mettre un délai. Ils ont choisi un délai court qui était de 4 mois. Nous nous sommes trouvés dans l'obligation de faire ce qu'on appelle une préfiguration en 3 mois et demi. Dieu merci, sans prévention, sans préjugés, parmi les meilleurs enfants, les plus compétents du pays, qu'ils soient ici, dans l'Hexagone ou ailleurs dans le monde, tout le monde s'est mis ensemble pour pondre pas un truc qui est bien conçu en français, hein? Comme me disait un président, vous parlez bien français, c'est pas ça. C'est un truc qui soit rationnel, qui soit soutenable en économie, c'est-à-dire qui équilibre ses comptes à terme. Nous avons créé ce qu'on appelle une transition. En 3 mois et demi, nous avons fait 38 propositions rien que pour le problème des transferts des personnels parce que nous avions résolu déjà ces problèmes-là en fin décembre 2016 pour créer les régies Rénoc, qui ont été un modèle, ainsi que les régies haut d'excellence, oui, et qui ont fonctionné. Ça veut dire que nous pouvions transférer du personnel public et du personnel privé sans bavure. Il y a peut-être eu 2 ou 3 déchets, vous savez, pourtant, la perfection n'est pas de ce monde. Et il n'y a que les gens qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. Tout à fait. Nous avons fait, donc fort de l'expérience, nous avons fait ça. En 9 mois, ils n'ont jamais pu résoudre le problème de ces agents, qu'ils soient de collectivité, donc fonctionnaires, avec un code de déontologie, un code de la fonction publique, ou que ce soit des anciens de régies municipales comme Sainte-Rose et Trois-Rivières, la commune du président, qui sont les 2 seules régies municipales, ou alors venant, parce qu'il faut savoir que le SIAG n'a jamais résolu ces problèmes de transfert de personnel, et on se retrouve dans des situations ubuesques, en dedans, en dehors, et on ne peut pas passer la vie à avoir ses fesses entre 2 chaises, ad vitam aeternam. Donc, se sont mis d'accord, sauf la CGT qui a respecté le droit. La CGT n'est pas dans l'intersyndical comme l'on croit. Donc, ils ont déclenché une grève le 31 décembre, jour d'arrivée d'un nouveau directeur général qui débarque. Le pauvre, je ne sais pas comment il va faire parce qu'il n'est pas Harry Potter, il n'a pas de baguette magique. Et vous savez comme moi, il faut entendre, il faut écouter, il faut savoir se faire obéir, mais en se faisant écouter et entendre aussi. Et ça ne sera pas facile parce qu'un nouveau directeur général des services ne sait pas faire de miracle. Il est prisonnier du périmètre de la loi. Il ne peut pas aller en deçà ni au-delà. Donc, voilà un problème qu'il nous faudra résoudre, en delà de tous les problèmes dont la facturation dont on va faire état, parce que la facturation du SMGAG aujourd'hui, elle est scandaleuse, inacceptable, car insincère dans la plupart des cas.
Et je ne parle pas des problèmes techniques, des problèmes d'hygiène, des problèmes réglementaires, des problèmes financiers, où on demande des dérogations. Vous votez un fonctionnement avec 52,6 millions. Nous sommes déjà au 5e mois de l'année et vous n'avez même pas résolu définitivement vos problèmes de prêt avec dérogation. Il faut une dérogation de l'inspection des finances pour accorder avec l'aval du ministre des Finances les 52 millions, les 50 millions pour ouvrir 52 millions, du jamais vu. Comment voulez-vous que ça puisse fonctionner? Vous avez des régies qui vont faire arrêter leur compte. Une régie, une petite régie de commune comme Sainte-Rose, va arrêter son compte administratif prochainement avec 16 millions en provision. Ça veut dire qu'on prend l'usager pour une vache à lait, un tochon ou une laine australienne que l'on tond tout le temps. Ce n'est pas possible. Les usagers n'accepteront pas cela. Voilà. Alors, c'est les factures. Oui, Bon. Alors, vraiment, non. Ah non, mais c'est mon là concerné. Alors, où Sainte-Rose, justement, les autres visent à Sainte-Rose, Sainte-Rose. Il y a un problème, et puis madame a été comptable publique, madame la reine, mais il prend l'argent à monde. Vraiment, c'est un scandale. Elle a demandé sa mutation. Oui, d'accord. Mais quand même, non, non, prétentieux, il pas recevoir mon enfant. Vraiment, ça a été très mauvais. Or, en cas, plein de monde s'est trouvé à côté. Moi, il y a un problème. Premier facture à SMGAG là, on va recevoir 492 € pour un trimestre. Pour septembre ou novembre. Ça fait 3 mois, parce que moi, de ce 1er septembre, etc. 3 mois. Mon a payé encore des autres factures, 39 €, parce que l'eau est très peu cher. 39 €. Alors, pourquoi consommation exceptionnelle? Il y a une consommation de 219 mètres cubes d'eau. Mais comment? Et il a dit, et quoi, parce que le SMGAG a dit, bon, eh bien, ils ont trop, d'ailleurs, ça fait. Comme il n'a pas dit d'où, il a dit, ouais, il y a une très forte consommation. Peut-être si c'était consommation, parce que normalement, c'est une très forte consommation. Ouais, pour le moment, c'est qu'il pas, et comme dit, ils ont fuite. Bon, mais pour le moment, c'est qu'il n'y a pas ni fuite. Qu'ils ont expliqué le problème là. Pas ni fuite. Donc, il n'y a pas ni fuite, et il n'y a de septembre à novembre, il y a 219 mètres cubes d'eau. Ouais. Donc, c'est nos problèmes. Parce que il doit relever ce côté-là. Nous, quand essayons de regarder qualité peut passer. Parce qu'en fait, vous savez, mon cas dit quoi relever, parfois il ne pas relever, on compte. Non. Il ne pas relever, bon côté. En cas regardez là, il y a 10 mètres cubes d'eau. En septembre et décembre 2020. 10 mètres cubes d'eau. Mais s'il ne pas relevé, comptez là. Il peut accumuler un surplus en connaissant. Ouais, non. Si une démonité a facturé longtemps en plus ou bien longtemps en moins. Donc, il peut dire, il mettait 10 000, il ne pas relever, etc. Il ne pas relever. Parce que si pas une fuite, vous ne pouvez pas expliquer tout ça, mètre cube. Parce que c'est très peu qui a consommé son monde tout seul. Tout ça. Donc, ça veut dire que, on a pris. Alors, là, on a des factures là, c'est scandaleux. Par exemple, à part des. Là, parce qu'il n'y a pas une base pour ça. Parce qu'il n'y a pas allé. Il n'y a pas contrôler, il y a une fuite. Ou sa facture, comme on a 492 à payer, et on a payé, on dit non, pourquoi payer? Parce qu'on ne peut pas demander de payer, gars, ça. Pourquoi demander de payer? En même temps, on fait un courrier pour dire oui, on fait les démarches, etc. Parce que s'il paye, comment il a fait? Parce que normalement, admettons son fuite est tenu, il voit fuite là, après quand il répare fuite là, il doit bénéficier de la loi Waspan du décret 24 septembre 2012. Ouais. OK? Donc, il ne faut pas prendre l'argent. Parce que c'est, on l'a au moins, parce que c'est 10 mètres cubes, il a l'habitude de payer. Ah ouais. C'est 10 mètres cubes. Alors, comment c'est qu'on somme très très faible. Ouais. Donc, on voit le problème là. Mais ça, on a observé en passant, on a regardé par exemple, mais on a regardé dans les organismes publics, 161 € pour organisme public, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est un long lot. Parce que sinon, son impôt énorme. Et dans ça, c'est l'Office de l'eau. L'Office de l'eau, 0,5 € quand même, c'est un lot. Hein. C'est un lot pour. Parce que quand même. Puis il y a le 1 mètre cube de leur a coûté 1 € pour partir payer là. Et 0,5 et 0,2. Parce qu'il y a une idée, par exemple, lutte contre la pollution et préservation de la ressource en eau. Alors, on ne peut pas comprendre pourquoi. Parce que nous avons payé, là on est marché, on est traitement, on a payé assainissement, on a payé pour faire fonctionner l'office de l'eau, mais préservation de la ressource en eau. Mais comment
on peut regarder les mesures qui doivent être prises pour préserver, c'est par exemple c'est des questions de captage, des questions de traitement de ces eaux-là. Donc, pourquoi ces usagers-là qui payé ça? Donc, et alors, deuxième bilan, je vous dit, tout l'argent là, ça, normalement, il est destiné à l'office de l'eau, parce qu'en fait, son l'eau, l'argent, à son seule facture, 160 Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, Oui, parce que c'est énorme. Ah oui, c'est un demi-euro par mètre cube. Mètre cube. Et si Hors tu taxe. veux, et il faut comprendre bien que c'est, admettons, c'est chaque usager. Ouais. Nous admettons 170 000 usagers, et c'est pas au trimestre. Le problème là, et je connais ça contre moi, c'est que souvent, il n'y a pas bas l'office de l'eau, l'argent là, ça. Mais oui, ils ne le reversent pas. Donc, et oui, ils ne pas reverser, ils ont un problème, ils ont un gros problème. D'ailleurs, ils préfèrent faire mandatement d'office à l'office de l'eau. Oui, mais excusez-moi, pour faire un mandatement d'office, eût-il fallu que lorsque l'arrêté de mandatement d'office soit pris, que le comptable public qui exécute les recettes et les dépenses ait la trésorerie en caisse, compte tenu de la situation pérenne déficitaire des collectivités, même si vous avez des fois fort souvent un mandatement d'office, il n'est pas dans les faits exécutoires. J'en veux pour preuve, par exemple, pour l'eau agricole et l'eau brute, qui sert à alimenter pour faire l'eau potable, parce qu'on ne peut pas faire d'eau potable si on n'a pas d'eau brute, je peux vous dire que le SIAG doit 9,5 millions à Kawukero pour charge, et que dernièrement, l'Office de l'eau a pris des décisions drastiques de poursuivre tous les gens qui doivent de l'argent au titre de l'Office de l'eau, parce que c'est des prélèvements pour compte de tiers. Ah oui. Et vous êtes témoin, j'ai eu l'occasion de dénoncer, je n'ai eu cesse de dénoncer, par exemple, des gens dans des organismes, qu'ils soient syndicats ou autres, on prélève sur des salariés, fonctionnaires ou non, de la part ouvrière qui n'est pas reversée, cela relève du pénal. Et c'est pour ça que je dis très souvent, dans notre espèce d'assistanat, le coin de nos mains tendues, ayons de la détermination et du courage pour faire rendre gorge à tous, parce que le SIAG, les RENOC et toutes les autres régies de Guadeloupe doivent reverser les parts qu'ils ont prélevées sur les salaires des travailleurs de l'eau. Parce que comment ces gens feront pour toucher leur retraite? Il faut être sérieux. Et je peux vous dire, pour compléter, dernièrement, j'étais en mission à Sainte-Rose avec 2 ou 3 associations. Nous avons fait ce que j'appelle la pédagogie en marchant. Nous allons voir, parce qu'il faut aller voir et se rendre compte. Je suis absolument scandalisé par ce que j'ai vu en matière d'eau potable et d'assainissement. Je n'ai eu cesse de le dire. Cela fait, le SMGAG a en charge l'eau de Sainte-Rose, qui est une régie municipale transférée au 1er septembre. Depuis le 1er septembre, aucun visiteur d'usine qui est payé pour ce faire, n'a pu aller visiter les 2 usines de production de Sainte-Rose en eau, parce qu'il n'y a pas une voiture de service affectée à cette personne pour y aller, alors qu'il y a des voitures que les samedis et dimanches, quand ils chaillent marotte à Cannes ou babef à bois de manger les samedis et dimanches, ou qu'on voit sur le bord des plages, où des gens qui n'ont pas droit à des voitures de fonction ont des voitures garées chez eux. Et ces voitures-là sont quasiment neuves. Ce n'est pas acceptable, ça. Nous allons mettre de l'ordre dans ça, et je demanderai à la commission de surveillance, s'il le faut, de porter plainte contre ça, parce que c'est du détournement de fonds publics. Mais ensuite, nous avons découvert 2 stations d'épuration qui ne marchent pas depuis des années, et personne ne dit rien. Et nos compatriotes de la section Laboucan, de Fondor, vivent dans la sanie olfative, visuelle. C'est désagréable. Moi, je n'ai pas abîmé les semelles de mes chaussures pour amener de la merde cétrosienne chez moi. C'est scandaleux, c'est inacceptable. D'ailleurs, j'ai déjà fait le nécessaire, vous me connaissez. La DAS est saisie, et nous allons faire une plainte au parquet pour ça. Vous allez voir si chacun assume pas ses responsabilités. C'est pour ça que nous vous demandons de venir nous rejoindre pour nous aider à être confortés, parce que les factures insincères, nous avons besoin de vous, parce que ce n'est pas pour nous. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème d'eau chez moi. Je peux vous dire ça. J'ai 2 citernes chez moi. Mais j'ai choisi... Mon curé communal prétend que c'est mon addiction l'eau, qu'on est le bouquet en WOM, moi sans de l'eau, et mettez-moi. Donc, pas de problème. Et nous allons vous aider, mais il faut que vous nous aidiez aussi, parce que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons faire. Et c'est en faisant ensemble que nous apprenons à nous connaître, que nous pourrons vivre ensemble. C'est ça l'avenir. Ce n'est pas chacun pour soi. T'as là qu'on cocognet, en la moins boilette, en pas la moins compter bœuf. Nous allons compter les bœufs ensemble. Ouais. Alors, on devait dire, pour finir ça, si vous voulez, encore même si on n'a pas réfléchi
pour voir que c'est des gens qui vraiment ont très peu d'argent. Hein. Les minima sociaux. On peut dire ça, moi, parce que c'est eux qui défendent les plus souvent. Et puis, on ne peut pas payer ça. Comment on peut payer? On peut vivre. Ouais. On peut payer oxygène, on peut couper. Seul qu'on peut faire une économie, c'est de l'eau là. Hein. Parce que l'eau, si on ne peut pas couper de l'eau, il faut y avoir de l'eau. Mais oui, m'appelez-vous. Et alors, admettons le syndicat, où sont nouveaux syndicats? Pourquoi font une facture comme ça? Admettons que vous ça. Pourquoi il y a un problème? Pourquoi essayer d'étudier? Parce que si ces gens-là, ils étaient avant, parce que pratique là avant, mais c'est les mêmes gens qui l'ont malheureusement. Bon, les gens là, pourquoi ils ne peuvent pas relever? Les gens là, par exemple, ils viennent, ils ne peuvent pas relever. Ou bien relever, comment ils mettent un chiffre? Comment on dit relever? Mais si ce chiffre-là trop bas, ça, il va accumuler. Mais ça veut dire que les gens là, pas qu'à douer, syndicat là, pas qu'il a rien qu'à douer, Régis Saint-Trois, c'est ce qu'on comprend. Parce que ça veut dire qu'en 3 mois là, c'est ça. Ça, il voit ces différences-là entre chiffre là, il était marqué là, et ça comptait égalisé. Ça veut dire que comptait là, eh bien, les gens là, bien relevé. Et puis comptait là, il y a moins 30 ans. Contre là, quand on a des 30 ans, c'est bien. C'est le compteur qui n'est pas aux normes encore. On a 60 000 compteurs à remplacer prochainement qui ne sont pas aux normes. C'est des vieux compteurs. Et pourtant, on facture, sans abuser. Nous avons même trouvé, c'est la première fois que j'ai vu ça dans toute ma carrière dans ce domaine-là, un compteur qui tournait à l'envers. Ouais. J'ai appelé un ami inspecteur général au service de l'eau nationale. Il m'a dit, fais-moi bloquer ce compte-là, je vais le faire mettre au musée de l'eau à Paris parce que c'est la première fois que nous voyons ça. Le compteur, quand on prend les relevés par rapport au compteur, les chiffres qui figurent dans la facture ancienne par rapport à la nouvelle, c'est un compteur qui tourne à l'envers. Jamais vu ça de ma vie. Alors pourquoi compter là, comme il a dit, si vous voulez compter là, à Motsma, c'est 15 ans. Durée de vie, normalement, c'est 15 ans. Parce que normalement, son location unie pour 15 ans, en réalité, ou jamais. Normalement, ça peut ça, il faut prendre l'argent si inutilement. Donc ça veut et puis, si défectueux, ou pas qu'on ait ça fait. Non, il faut compter là, déjà changé. Et puis son ancien modèle, ça peut exister encore ce compter là, ça. Donc, on est très inquiète. Donc, elle dit que les factures comme ça, d'accord, que c'est le préfet, machin, comment il s'appelle encore? Il était puis nous en préfiguration là. Rochat. Non, pas Rochat. Pas Gustin, celui qui est. Ah oui, Richard Samuel. Il était dit ça, arrêtez ces factures exorbitantes, les factures exorbitantes. Première facture, quoi ils mettent? Ou quoi ils mettent une facture de 219 mètres cubes d'eau pour un monde, etc. Au moins, il faut le facture là, il faut regarder, il y a un problème, nous allons laisser ça là, nous allons investir ça là. Parce que, comment non? Parce que ils sont régulièrement là, tu payes facture. Tu sais, on va passer de 39 mètres cubes d'eau par trimestre à 492. Donc, il faut nous arrêter. Et puis, ça va perturber ces gens-là. Parce que l'homme a très peu d'argent. Il faut comprendre ça. Ou quoi, 80, ou là, il prend l'argent là pour payer 92 là. Donc, mais on ne peut pas comprendre quoi créer des problèmes psychologiques, des problèmes et c'est réel, hein. Des gens qui viennent malades et des factures à 22 000 euros. Hein. Il y a des gens qui sont encore malades. Ils sont malades totalement. J'ai eu, avant d'aller en réunion hier pour les problèmes des inondations qu'on a oubliés là, pour la catastrophe naturelle en déclaration pour les gens de Port-Louis, au lieu d'IPI à la section Pichon, où ils ont 2 millions de mètres cubes d'eau dans la retenue de Gâchette, et on se trouve dans une situation absolument scandaleuse. On a oublié, parce qu'un rapport de gendarmerie a dit l'eau s'est évacuée. L'eau s'est évacuée en noyant, les bœufs sont en train de flotter dedans. Mais on a dit pas ni de l'eau, parce que l'eau a descendu le monde tout simplement. C'est une cuvette. Il faut être sérieux, et les malheureux ont perdu leur maison, tout, et on leur dit, comme c'est pas catastrophe naturelle, exceptionnellement, on va donner 250 €. Mais c'est du foutage de gueule, pardonnez-moi l'expression. Il faut être sérieux, parce que j'ai vu des gens désespérés, j'ai vu des gens qui sont capables de faire n'importe quoi, et en même temps, on envoie aux gens des mises en demeure, des saisies à tiers détenteurs, alors que c'est le moment où il faut décaler le report de la facture qui est insincère, EDF aussi reporté, parce que les gens, la priorité, c'est de leur donner des conditions de vie à peu près acceptables potentiellement pour l'instant. On aurait dit que les gens ne connaissent pas les règles de la charité et du vivre ensemble. C'est donner vite, c'est donner 2 fois. Il faut faire le nécessaire. Surtout, on ne peut pas venir accumuler, comme disait, parce qu'il faut savoir, on a saisi de ce qui est formellement interdit. Il faut laisser la quotité alimentaire avec la complicité d'agents dans des banques.
on a fait des transferts contraires au RPGD, on a saisi les comptes des gens, alors que les gens en prélèvement automatique n'ont jamais donné de pouvoir au SMGAG. Ce n'est pas vrai. On a saisi d'argent de handicapés, on n'a pas le droit de saisir des soldes, des primes pour handicapés. Absolument. Donc, on est dans une situation... Il faut éviter que nos populations ne fassent colère parce que ce n'est pas dans la violence qu'on va résoudre le problème. Mais des fois, je n'arrive à me demander, pourtant moi qui suis partisan de solutions apaisées, est-ce qu'à part des autres, que mettons l'ordre? Alors, messieurs, je viens de recevoir le message. On me demande de vous dire de consacrer une émission sur la qualité de l'eau. C'est-à-dire depuis que le SMEAG... Pas de la main. Alors, prochaine émission, on fait un petit focus sur la qualité de l'eau. D'accord. Ah ouais, nous, tout ça, il faut. Tout ça, il faut. Vendredi prochain, tous les relevés de l'ARS, du ministère de la Sécurité de la Santé. C'est mon a posé question, il a dit, comme il y a un nouveau syndicat, est-ce qu'il y a de l'eau là à améliorer? Est-ce qu'il y a une cabine buvable? Bon, mais j'aurai quand même un premier mot. Prochaine fois, là, nous rappelons ça. Ouais. OK. Ben, merci, messieurs. 12h56, premier campo, première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains chroniqueurs, Marilène et aussi Isabelle Faye. À tout à l'heure. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Il est exactement 13h04. Nous sommes vendredi, donc c'est le début du week-end. Et le week-end, après le week-end, ce seront les jours mémoriels. Bonjour Isabelle Faye. Mais bonjour Danick. Très contente d'être encore là ce vendredi. Très très bien. Je salue tous les téléspectateurs de Canal 10. Oui, qui vous saluent aussi. Ben oui, j'imagine. Hein. Les gens de la Coups-Santé vous regardent beaucoup. Hein. Ah ben c'est normal. Je dirais même que c'est moi aussi. Moi je les regarde, enfin en tout cas de mon côté. Et je ne peux que, encore une fois, saluer leur courage. Et vraiment... c'est avec beaucoup d'émotion que je le dis parce que je sais que ça fait quand même des mois que ces personnes sont suspendues et que derrière ça, on a l'impression qu'il y a... c'est considéré comme un jeu finalement, du chat et de la souris. On en parle tout à l'heure. On revient à l'actualité. L'actualité a bien cité le procès d'Élie Domota, leader de l'UGT, du LKP, qui est son procès deuxième épisode, puisque visiblement il y en aura un troisième. Il avait 9 avocats. Parmi eux, Marie Galantes, que vous connaissez bien. On revient sur le sujet avec Olivier Félix. C'est parti. Elle est mise en délibéré après 2 journées d'audience, puisqu'en réalité, ce procès a duré 2 journées en continuité. Et la démonstration qui est faite au terme de ces 2 journées d'audience, après l'audition des témoins, après les plaidoiries de la défense, de toute la défense, c'est qu'en réalité, l'accusation ne tient absolument pas. C'est tellement vrai qu'à l'audience d'aujourd'hui, le procureur de la République a tenté une extension des faits, c'est-à-dire de dire au tribunal de se dire saisi au-delà de sa saisine pour des faits prétendument plantés, existants dans le dossier et qui démontrent en réalité le malaise du parquet, ce dont on s'était déjà rendu compte lors de la première audience, parce que le parquet avait tenté d'obtenir le renvoi, un supplément d'information, un sursis à statuer. Il est vrai que juridiquement, on avait du mal à comprendre ce qui se passait, mais on comprenait une chose, c'est que le parquet était en difficulté dans le dossier monté contre Élie Domota. La réalité pour nous, c'est qu'Élie Domota est un bouc émissaire. C'est l'homme à abattre parce qu'en réalité, il symbolise trop de choses. Il est le porte-voix, le porte-drapeau de bien trop de paroles et de bien trop de Guadeloupéens. Et que... C'est une manière aussi de tuer le mouvement. C'est une manière de tuer le mouvement, de l'essouffler et pire, de l'humilier. Parce que quand on met Élie Domota par terre, c'est l'ensemble des Guadeloupéens que l'on veut humilier. Le symbole est extrêmement fort. La mise à terre d'un homme et le menottage comme on l'a vu, et l'agression telle qu'on l'a vu dans les vidéos. Et il y a un décalage total entre ce que dit le parquet, ce que dit la vidéo et ce qu'est la réalité de ce dossier qui en réalité n'existe pas. Alors il faudra à un moment ou à un autre que la justice fasse son œuvre et dise à Élie Domota qu'il n'est pas coupable de violence policière. Et je vais aller plus loin. Il y a un juge d'instruction qui est actuellement saisi des violences policières qui ont été exercées contre Élie Domota et il va falloir que cette instruction se poursuive et mette en cause la responsabilité des uns et des autres, c'est-à-dire de ceux qui, le 30 décembre 2021,
ont frappé, gazé, mis à terre Elie Domota parce qu'ils voulaient mettre à terre un mouvement et un symbole guadeloupéen. Voilà, suite de ce procès, je crois que c'est le 29 juin, on aura le délibéré, puisque, il semble-t-il, le procureur a reconnu que finalement, il n'y a rien contre lui. Et deuxièmement, quand même, on veut le condamner à 3 000 € de dommages. Mais enfin bon, tout ça, c'est de l'histoire. Alors, deuxième sujet, les journées entières de diabétologie. Vous savez que la Guadeloupe, comme pour après le chlordécone et le cancer de la prostate, eh bien, le diabète, c'est l'une des maladies les plus fréquentes dans notre pays. Malheureusement, Michel Depapa a assisté à ces journées. L'ouverture de ces journées, on regarde. Le diabète, c'est d'abord la génétique. Tu n'as pas les gènes du diabète, tu ne seras jamais diabétique. Après, les gènes, ils sont hérités de nos parents, de nos grands-parents, de toute cette millions d'années où l'homme a vécu dans des conditions très différentes d'aujourd'hui. Et ces gènes, ils sont modifiés aussi par notre mode de vie actuel. Et ensuite, il y a bien sûr le conflit entre ces gènes et le mode de vie actuel qui n'a plus rien à voir. Mais c'est d'abord une maladie génétique, après ce matin de civilisation, d'environnement. Et c'est les deux confrontés qui créent aujourd'hui cette vraie problématique. Nous sommes aux journées antillaises de diabétologie, en endocrinologie. Le diabète est une pathologie très fréquente aux Antilles, avec des chiffres qui sont supérieurs à ceux de la France hexagonale. Et le diabète est la première cause de maladie rénale chronique, d'insuffisance rénale chronique traitée par dialyse ou par transplantation sur le territoire hexagonal, mais aussi aux Antilles. Donc, nous avons une interaction très importante entre la diabétologie et la néphrologie. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était de venir voir un petit peu l'actualité de la diabéto, puis parler aussi de notre actualité de nous, néphrologues. L'intérêt, il est immense. Il permet de rapporter ici, in situ, les informations qui circulent durant toute l'année sur le territoire national et international, et de présenter ici une synthèse de toutes ces informations dans une région où le diabète est extraordinairement présent, extraordinairement dangereux, et où vraiment on a besoin de ces informations. Donc c'est vraiment une occasion, en plus, de réunir les médecins de la Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane d'un côté, et puis les métropolitains de l'autre, pour vraiment développer, échanger, communiquer et comprendre. Alors notre objectif prioritaire, c'est de former les professionnels de santé, notamment les médecins guadeloupéens, mais aussi ultramarins, c'est-à-dire de Martinique, de Guyane, à la diabétologie innovante, moderne. C'est-à-dire que le diabète, ça fait partie des domaines de la thérapeutique qui évoluent le plus. Et malheureusement, dans les territoires ultramarins, l'information n'a pas la même fluidité que en métropole. Et donc notre objectif prioritaire, c'est que les médecins ultramarins et toutes leurs équipes de soins soient aussi bien informés qu'en métropole. Oui, il dit métropole, mais enfin, il pensait à la France, parce qu'il n'y a pas de pays sur la carte du monde qui soit écrit métropole, il faut toujours le dire. Bien, on va passer tout de suite à... on est prêt pour la chronique? C'est parti. C'est quoi cette affaire? Isabelle, c'est quoi cette affaire? C'est une affaire d'une... Mais je pense pourquoi j'en parle aujourd'hui, parce que c'est très important. On a une rumeur qui circulait beaucoup au niveau des réseaux sociaux, oui, où il y avait des soignants qui auraient été, je mets ça au conditionnel, qui auraient été donc suspendus parce que, enfin non, réintégrés après leur suspension, réintégrés parce que il y aurait eu un sous-effectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de soignants. C'est le cas déjà en Guadeloupe, il n'y a pas suffisamment de soignants, c'est assuré en ce moment. C'est le cas en Guadeloupe, et finalement on se rend compte que c'est le cas aussi au niveau de, pas de la métropole, mais de la France. De la France, merci. Voilà, on se rend compte que c'est le cas aussi au niveau de la France. Oui. Donc la question liée finalement à la réintégration des salariés pose problème, puisque cette rumeur, effectivement, c'est une rumeur, ils n'ont pas été réintégrés, mais ça laisse quand même comprendre et entendre que finalement, il y a pas mal de soignants suspendus, et que ces suspensions posent réellement des problèmes au niveau, justement, du suivi médical
des patients, puisque il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de... On est déjà dans un désert médical en Guadeloupe. Hein. Même Déjà avant les suspensions, nous étions déjà dans un désert médical. Il manque des médecins dans certaines régions de la Guadeloupe. Il manque des infirmiers, etc. etc. Donc ces suspensions tombent vraiment très, très, très mal. Ça tombe très mal, puisque effectivement, tu le dis, hein, Dani, qu'on est dans un désert médical, et on le sait de manière un peu plus poussée, parce qu'il y a cette difficulté liée au CHU. Bon, ça c'est pour le cas des soignants qui travaillent au CHU. Et puis, on le sait très bien que dans les zones rurales, il y a de moins en moins de médecins qui viennent s'installer. Donc les médecins libéraux suspendus ont effectivement des listes d'attente assez importantes au niveau de la Guadeloupe. Et c'est des personnes aujourd'hui qu'on suspend. Donc voilà cette affaire qui fait rebondir un certain nombre de choses. Et surtout la question liée aux sous-effectifs par rapport aux populations qui ont besoin aujourd'hui, lorsqu'on sait qu'on est en crise sanitaire, mais qui ont besoin d'un suivi médical. Comment est-ce que aujourd'hui, alors qu'il y a ce constat alarmant, même si on le fait passer sous le coup d'une rumeur, mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la nécessité, en tout cas on ne prend pas cette question de manière beaucoup plus pragmatique, trouver une solution réelle pour réintégrer ces soignants? Et oui, ça fait débat parce qu'au sein des personnes qui ne sont pas suspendues, c'est-à-dire c'est quelques personnes qui ne sont pas suspendues, je le dis quelques puisque c'est le jeu de mots médiatiques. C'est eux qui nous lancent l'appel et on leur envoie la balle qu'il faut. Oui, ces personnes qui ne sont pas suspendues ont l'audace aujourd'hui, pour des collègues, des gens qu'ils connaissent depuis des années avec qui ils travaillent, de dire qu'on ne veut pas, ils n'acceptent pas qu'ils reprennent leurs fonctions parce qu'ils seraient dangereux pour les personnes dites vulnérables. Il faut à un moment donné que ce gouvernement fasse preuve de plus de bon sens, parce que ce serait présomptueux de le dire, mais je le dis, parce que là, la réalité, elle est telle que nous, en Guadeloupe, en tout cas, ça fait un certain nombre de personnes, de mois qu'on résiste, et l'exception aujourd'hui est chez nous. Effectivement, puisque le principe, il est en France. Le principe de se faire vacciner, il est en France. L'exception de résister est en Guadeloupe. Et je pense qu'aujourd'hui, de par cette rumeur qui a été largement diffusée au niveau des réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a des résistants aussi en France. Il y a des personnes qui résistent. Parce que qu'est-ce que vous croyez? Que les personnes qui ont diffusé ces vidéos, c'est des personnes qui sont pour l'obligation vaccinale? Pas de se faire vacciner, parce que chacun fait ce qu'il veut. Là, aujourd'hui, Danick, est-ce que tu sais si je suis vaccinée? Non, je peux l'être. Et pourtant, je suis une militante activiste. Enfin, je suis assez révoltée de cette obligation vaccinale sur le plan légal. Oui. Alors, l'autre question, qu'en est-il réellement des possibilités de réintégration? Parce que je me rappelle que, Isabelle, vous avez dit ici même qu'après 4 mois de suspension, la suspension devient pratiquement illégale. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce et que oui. Là, on a dépassé de presque... Il y a des gens qui sont suspendus depuis 9 mois. Oui, largement, puisque les premières suspensions ont été appliquées dès le mois de septembre. Oui. Donc oui, il y a des gens qui sont suspendus depuis très longtemps. Et finalement, toutes les dispositions légales présentes dans l'ensemble des codes que je ne cesse de citer, je viendrai avec des codes. Hein. La prochaine fois, je viendrai avec les codes. Justement, peut-être pas tous, parce que je ne les ai pas tous, mais en tout cas, le fondamental, celui que l'on connaît, le code du travail, ben, il est clair. Et puis les autres, le code de la santé publique également, le code de la fonction publique également, ces suspensions longue durée ne sont pas légales et ne sont pas prévues par les textes. Alors, il est bien beau de continuer à faire l'autruche, à jouer à la politique, pas de la chaise vide puisqu'ils sont toujours là, mais à la politique de se dire qu'on fait abstraction des dispositions légales qu'eux-mêmes ont légiférées, pour lesquelles ils ont légiféré. Mais nous, on continue de dire que réellement, il y a des difficultés. Alors, légalement, rien n'est prévu. Rien n'est prévu. Pour le moment, les personnes sont suspendues. Par contre, Monsieur Macron, Monsieur Véran nous ont laissé entendre qu'il y aurait peut-être une possibilité. Alors, Véran n'est plus là. Il n'est plus là. Bon, il n'est plus à la santé. Il est toujours au gouvernement, mais c'est ça. En tout cas, il nous avait laissé entendre à l'époque où il était là qu'il y aurait peut-être la possibilité de faire tomber ce passe vaccinal et de permettre aux soignants. Quand? On ne sait pas. On n'a pas de date précise. Mais on a un enjeu qu'on connaît en Guadeloupe aujourd'hui. Puisque moi, je ne fais pas de propagande pour Marine Le Pen, sauf que c'est une candidate, je ne partage pas les idées du tout, mais c'est une candidate qui avait laissé entendre
que la réintégration aurait été envisageable pour les personnes suspendues. Si elle avait été élue. Et Mélenchon, encore plus, l'a dit. Donc voilà, donc il y a cet enjeu législatif qui est très important, même si on a une séparation des pouvoirs en France, on le sait, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, c'est de la séparation, mais attention, le pouvoir judiciaire également, mais attention, parce que tout ça est intrinsèquement lié, parce que si Macron, aujourd'hui, il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, ça lui posera problème de pouvoir appliquer sa politique répressive. Je suis désolée, mais c'est une politique répressive. Et à ce moment-là, ça permettra de faire basculer les possibilités, en tout cas, de contester réellement ces mesures qui sont prises par le gouvernement. Je comprends qu'il y a une volonté, semble-t-il, de Macron de sursoir cela en payant 3 mois aux personnes vaccinées. Alors ça, encore, ça fera débat, puisque les personnes non vaccinées, les soignants, donc si ces personnes sont réintégrées, sont payées seulement sur 3 mois, alors que quelquefois leur suspension dépasse ce cadre, ce sera encore la question d'une potentielle réintégration va se poser. Exactement. Mais affaire à suivre. Hein. Oui. Affaire à suivre aussi au niveau des urnes, hein, parce que je pense que là, il a gagné les élections, il a été réinstallé, bien réinstallé. Par contre, on a cet enjeu au niveau des élections législatives. On a des candidats qui sont soutenus par d'autres personnes qui étaient présentes lors des élections présidentielles. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, qui a des candidats aujourd'hui présents un peu dans certaines circonscriptions, et notamment la première. Bien, merci. Juste un petit mot, puisqu'on m'a posé la question en ce qui concerne votre ouvrage. Qu'en est-il? Est-ce qu'il existe toujours? Oui, il existe. On en trouve en librairie? Comment on le trouve en librairie. On va continuer la campagne de communication, puisque effectivement, on a dû, pour des raisons de timing, on a dû suspendre légèrement, pas totalement. Et puis de toute façon, la suspension est toujours limitée, comme on l'a dit. Oui, n'est-ce pas? Et en plus de cela, on a eu des commandes pour la Martinique. Oui. Donc l'ouvrage, il est présent en Martinique. Et vous irez en Martinique? Et j'irai en Martinique pour le présenter, parce qu'il vient d'être commandé à la Galéria. Oui. Donc on ira en Martinique et ce sera avec grand plaisir qu'on aille aussi dans les autres territoires pour faire valoir des choses, je pense, essentielles. Merci Isabelle. Alors, deuxième chronique tout de suite, 6 minutes, elle ne sera pas longue, c'est la chronique de Marilène Ferdi-Riccio, ça s'appelle Chronique ICC News, Culture et Cinéma, c'est parti. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Bien oui, effectivement, c'est déjà l'heure de notre chronique habituelle de ICC News. Bonjour Madame Ferdi. Bonjour Monsieur Zandronis. Va bien? Très bien, merci. Alors on parle de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous parlerons de coopération caribéenne avec le mouvement des jeunes du Coreca qui nous propose un projet qui s'appelle Caraïbes Excellence qu'il mène avec le partenariat du campus Luminance. Et je crois que vous avez une invitée. Oui, la jeune et ravissante et talentueuse Marie-Édith Vincennes, qui est d'ailleurs l'ambassadrice de ce mouvement du Coreca. Donc je vais dire quelques mots sur ce mouvement. Ce mouvement est jeune. C'est nécessaire. Voilà, il date de 2 ans. En fait, quand ce sont les jeunes du Coreca qui ont décidé de se prendre en main et pour pouvoir parler aux autres jeunes de la Guadeloupe sur toutes les questions relatives à la coopération au sein de notre bassin géographique, à savoir la Caraïbe. Et pour ça, ils proposent 2 types d'actions. Donc des échanges linguistiques, mais aussi des actions de solidarité. Oui. Alors moi, j'aimerais bien comprendre quand même le lionnage qu'il y a entre Caraïbes Excellence et Luminance. Caraïbes Excellence et Luminance. Oui. Alors, il vient du fait que le campus Luminance, parmi ses orientations, il y a le développement de tout ce qui est coopération à l'international. Alors, c'est vrai que nous connaissons les fameux dispositifs Erasmus, donc pour tout ce qui est mobilité vers l'Europe. Mais notre priorité à nous, Campus Luminance ancré en Guadeloupe, c'est de pouvoir développer la coopération caribéenne parce qu'on trouve que c'est encore timide. Et c'est la raison pour laquelle, quand Marie-Édith Vincennes est venue nous parler de ce projet, nous avons dit tout naturellement oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai invitée sur le plateau, pour qu'elle puisse nous expliquer ce que c'est exactement Caraïbes Excellence.
Et on va vous écouter. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous. Donc, bonjour à tous. Madame Ferdi l'a bien expliqué, hein, la même du CORECA, c'est la coopération caribéenne. Et c'est aussi dans cette orientation que s'inscrit le mouvement jeunesse, qui a donc pour objectif de fédérer la jeunesse guadeloupéenne et aussi de leur permettre d'être entendus et représentés dans la Caraïbe. Donc, c'est dans cette optique qu'est né le projet Caribe Excellence. Ce projet, il est lauréat de l'appel à projet « Je coopère avec les pays de l'OECO », donc l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Cet appel à projet, il a été lancé par la région Guadeloupe, plus précisément par la direction coopération de la région Guadeloupe, à l'occasion donc du 2e anniversaire de l'adhésion de la Guadeloupe à l'OECO. Donc c'était l'an dernier. Donc nous sommes donc financés par la région Guadeloupe, mais aussi par un autre partenaire, la Caribbean Culture House, qui est dirigé par Monsieur Sébastien Célestine. Donc nos partenaires phares, on va dire principaux, sont le campus Luminance et puis aussi le Sir Arthur Lewis College Community, qui est un établissement scolaire basé à Sainte-Lucie. Donc, Caribe Excellence, c'est 3 activités principales. La première, c'est la Coop École. Donc, c'est une école virtuelle de la coopération dans laquelle nos jeunes vont interviewer des politistes, mais aussi des acteurs de la coopération qui leur enseigneront les enjeux des relations extérieures. Donc, pourquoi coopérer en tant que territoire insulaire? Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on gagne à coopérer, mais aussi qu'est-ce qu'on y perd? Donc, la seconde activité s'appelle Caribbean Wall et elle a pour objectif de mettre en lumière les bonnes pratiques et les initiatives en matière de développement durable. Donc là, sur les territoires, bien sûr, de Sainte-Lucie et de Guadeloupe, puisque notre partenaire est Saint-Lucien. Donc, on va dire que là, c'est cette partie-là, cette deuxième activité, c'est Bail Coco pour savon, comme on dit chez nous, puisque ça va être « Montre-moi comment tu gères tes problèmes de sargasse, je te montre comment je gère mes problèmes de chlordécone ». Donc, c'est vraiment un principe de regard croisé sur cette seconde activité. Et puis, la troisième et dernière activité de Caribe Excellence, c'est la Caribbean Education Appreciation, où en fait, on va pouvoir apprécier la perspicacité, on va dire, de nos jeunes, puisqu'ils vont être encadrés par leurs enseignants pour pouvoir, on va dire, théoriser et puis faire preuve de créativité sur ce large thème qu'est la coopération. Donc, le lancement du projet aura lieu ce vendredi 20, donc aujourd'hui, de 14h à 16h à la Maison de la Citoyenneté de Pointe-à-Pitre. Et on pourra aussi nous suivre sur YouTube Live, donc sur la chaîne YouTube du Sir Arthur Lewis College Community. Donc, si parmi nos auditeurs, des établissements scolaires sont intéressés, n'hésitez pas à contacter le campus ou alors à contacter le CORECA. Donc, l'adresse email du CORECA, c'est coreca, @hotmail.com. Donc, coreca@hotmail.com. Thank you, Marie-Edith. Et puis, je me retourne vers Madame Ferdi. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Alors, ce qu'on pourrait dire déjà, moi je trouve que c'est une très belle initiative et c'est une aubaine pour l'académie. Et donc, moi, ce que je demande à tous ceux qui nous écoutent, s'il y a des personnels de l'académie, des parents ou encore des étudiants, des élèves, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Donc, je donne l'adresse. Donc, c'est contact.campusluminance971 tout collé @gmail.com ou directement par téléphone, ils nous envoient SMS. Donc le numéro c'est plus 590 690 29 03 74. Je crois que vous avez aussi un emploi dans le cinéma, c'est bien ça? Ah, tout à fait. Donc pour tous ceux et celles qui ont rêvé un jour de devenir comédien, si vous voulez devenir comédien ou même faire une petite apparition dans un film, ou pourquoi pas dans la série qui se tourne à DE, ben c'est l'occasion jamais de pouvoir concrétiser votre rêve. Donc alors écoutez bien, notez, donc c'est Casting Hors du Temps qui propose pour tout type de tournage, qui recherche des comédiens ou figurants. Mais aussi les comédiennes aussi. Comédiens, comédiennes, figurants, figurantes, tout type de personnes, tout type de style, tout type d'âge. Par contre, la seule chose qu'on vous demande, c'est une photo portrait, donc de la tête aux pieds, et au pied, vous mettez le nom, le prénom, l'adresse, et vous n'oubliez surtout pas le téléphone, et vous envoyez tout ça à castingheurdutemps@gmail.com. Donc, n'oubliez pas, une photo, portrait, de la tête aux pieds, on note le nom, prénom, adresse, téléphone, casting hors du temps. Si vous n'avez du temps, casting 2022.
2022. Oui. De toute façon, si vous n'avez pas eu le temps de noter, toutes ces informations, vous pourrez les retrouver sur la page Facebook du campus et Instagram, donc à l'adresse Campus Audiovisuel Cinéma Guadeloupe. Voilà, tout est dit. On se retrouve la semaine prochaine. Alors avant, je voulais quand même donner une dernière information pour tous ceux et celles qui sont intéressés par la mobilité. Donc nous avons recensé tous les dispositifs de mobilité ainsi que les financements sur notre portail www.campusaudiovisuelciné-guadeloupe.fr, rubrique aide. Et sinon, la semaine prochaine, il n'y aura pas de chronique, puisque c'est le 27 mai, abolition de l'esclavage oblige. Nous nous retrouverons le vendredi 3 juin à 13h. Et là, nous avons quelqu'un qu'on ne voit pas beaucoup à l'écran. Son nom ne vous dira peut-être rien, mais si je vous parle de Skyprod, je pense que là, vous avez déjà dû entendre parler de cette société. Donc Skyprod, c'est l'une des plus grosses sociétés de production de la Guadeloupe. C'est le producteur exécutif pour la partie française de la série qui se tourne à des meurtres au paradis. Et donc, c'est un enfant du pays qui en est à sa tête, mais qui a aussi une renommée internationale parce qu'il travaille aussi avec TV Seine Monde. Donc, on recevra Monsieur Badi Dega Nyama. Vendredi, dans 15 jours. Merci en tout cas. Voilà, cette série continue. Nos deux invités sont déjà là. Je les salue quand même. Isabelle, bonjour. Bonjour, Dani. Et Monsieur Adonis, bonjour. Bonjour. Ça va? Toujours. Toujours. Bon, tout à l'heure, on va vous retrouver, Jackie Adonis et Isabelle Adonis Flandrina. On parlera des assises du centre-ville, c'est au mois de juin. Mais avant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est le prix Carbet des lycéens. C'est une haïtienne d'ailleurs qui a remporté ce prix. Olivier Félix était sur place, on regarde. Ce livre arrivait, selon nous, à décrire ce qui se passait vraiment en Haïti. Il nous a plongés dans un monde de réalité, d'une triste réalité, d'une profondeur inouïe. Ce livre était vraiment époustouflant. On pouvait vivre avec le personnage principal, toutes les émotions, toute la misère d'Haïti en fait. Et c'est ce qui nous a beaucoup plu. Ce prix Carbet des lycéens est très très important pour moi dans la mesure où c'est une combinaison d'esprits de toutes les îles, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, Haïti, de toutes les îles francophones. Le jury vient de ces différentes îles. C'est un prix sincère comme je l'appelle parce que c'est un prix qui vient de lycéens, de personnes très jeunes qui ont lu un livre et qui l'ont aimé et au milieu d'autres livres. Donc, c'est un prix extrêmement important. Les prix octroyés par de très jeunes personnes, des lycéennes, des lycéens, sont des prix extrêmement importants et marquants dans la carrière d'un écrivain, d'une écrivaine. On sait ce qui se passe en Haïti en ce moment, effectivement. Des choses assez malencontreuses, on va dire. Donc oui, cela nous a beaucoup aidé à choisir ce livre. Il savait transmettre vraiment ce qui se passait. C'était vraiment très réaliste. Donc voilà, oui, ça nous a beaucoup aidé. Ce qui m'y a poussé, c'est sans doute l'actualité de mon pays, l'envie de dire, et parce que il y a tellement de Célia que je vois tous les jours et dont j'entends les voix et quand elles s'expriment, quand elles parlent de leur pays, et je vois aussi ce qu'elles disent dans leurs yeux. Donc j'ai eu envie de faire parler Célia et aussi de faire dire ces quartiers difficiles qui sont dans la périphérie du département de l'Ouest. Puis le livre, il est entré en moi, il est venu et il existe. Maintenant, il n'est plus à moi. Il est aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, à tous ceux et à toutes celles qui lisent et qui ont envie, qui ont cette envie d'entendre l'autre, cette envie d'entendre à la fois les murmures et les fureurs des quartiers populaires de Port-au-Prince. Voilà le prix Carbet des lycéens remporté donc par cette écrivaine haïtienne, Émilie Prophète. Dernier sujet dans le cadre du mois des mémoires, effectivement, une conférence qui a eu lieu aux Abîmes. Parlez-moi du boulevard des héros. Maxime Morel était sur place pour ce reportage. Nous initions les enfants à leur histoire. Depuis 2 ans, M. Renette accompagne les enfants dans le cadre de conférences qu'il met en place pour leur apprendre leur histoire depuis ce qu'on dit entre guillemets la découverte de la Guadeloupe
jusqu'à nos jours. Et c'est très intéressant parce que les enfants en amont ont travaillé avec leurs professeurs et ils viennent ici dans le cadre de cette conférence. Ils posent des questions. C'est un échange entre les conférenciers, parce qu'ils sont plusieurs, les conférenciers et les enfants. Je viens de transmettre, et je le fais depuis des années. Sauf que cette année, la ville a souhaité, je dirais, regrouper en même lieu plusieurs classes. Mais l'an dernier, par exemple, en 2021, à la demande de la ville des Amis, et toujours de façon bénévole, nous avons donc été dans plusieurs établissements scolaires, où on a reçu plusieurs classes, avec, je dirais, les mêmes éléments de sensibilisation. Et ce qui est important ici, c'est surtout la partie questions-réponses. Que les enfants découvrent qui ils sont, d'où ils viennent, et surtout une certaine fierté d'eux, en sachant qu'ils ne sont pas descendants d'esclaves, mais descendants d'hommes et de femmes réduits en esclavage, mais que dans notre histoire, nous n'avons pas été que réduits en esclavage, nous avons été aussi des hommes et des femmes qui ont pris les armes en 1802 pour défendre la liberté, que voulait remettre en question Napoléon, qui a envoyé ici le 6 mai 1802 une escadre dirigée par lui, je pense, pour établir l'ordre de l'esclavage, alors que la Guadeloupe était à l'époque gouvernée par Delgrès et Ignace. Monsieur Renette, c'est un passionné de l'histoire de la Guadeloupe et c'est intéressant parce qu'il est à la portée des enfants et les enfants posent aussi des questions intéressantes. Lorsqu'on connaît son histoire, lorsqu'on peut en être fier, eh bien, aujourd'hui, on peut se projeter. Mais si on estime que nous sommes vraiment des gens sans importance, qui avons été juste vendus et rachetés par notamment la seconde abolition de l'esclavage, qui est un rachat en fait, eh bien, on n'a pas d'estime de soi. Et nous pensons qu'il faut aujourd'hui que ces hommes, ces jeunes, puissent, pour être des citoyens, je dirais, bien formés, avoir la connaissance de leur histoire. On est beaucoup plus fort lorsqu'on connaît son histoire et on dit souvent que lorsqu'on ne connaît pas son histoire, on est condamné à la revivre. Voilà, un mot sur l'histoire. Je rappelle que les jours qui viennent, il y aura une grande marche du CIPN pendant 3 jours de résistance entre Pointe-à-Pitre et Lamentin, non, le Petit Canal et Lamentin, 40 km à pied, 6 autres formes. Okay, ouais. On en parlera en début de semaine. Alors j'ai dit qu'on reçoit M. Adonis, Jackie de son prénom, bonjour. Bonjour Danick. Et Mme Isabelle Adonis Flandrina, bonjour. Bonjour Danick. Et donc on va parler un petit peu de quelque chose d'une manifestation qui a lieu dans quelques semaines, c'est les assises du centre-ville. Alors Isabelle, un petit mot sur l'introduction et puis on va parler avec monsieur. On donne toujours la parole aux femmes avant. Merci. Donc, je rappelle rapidement qu'Isanaja Consulting, c'est un cabinet d'accompagnement, c'est ce qu'on appelle une SAI, une société d'accompagnement à l'international. Mais nous avons, au-delà de ça, développé une partie de promotion économique et, entre autres, la promotion, comme vous le savez, de nos territoires ultramarins. Donc, plusieurs actions dont vous allez certainement parler, les assises du centre-ville, les rendez-vous bleus, la CBC que tout le monde connaît, et bien sûr l'accompagnement de nos entreprises ultramarines, guadeloupéennes, martiniquaises et tout l'outre-mer, à l'extérieur, à l'étranger. Voilà. Alors, Jean-Claude Jackie Adonis, vous travaillez avec Mme Adonis, c'est tout à fait normal. Mais alors, pour ce genre d'affaires, comment ça s'organise? Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que c'est très simple, les choses volent tout naturellement? Enfin, pas ça, mais comment dire. Mon cher Danick, merci de nous avoir invités aujourd'hui. Alors, c'est une très bonne question. À savoir que Isanaja, cette année, fait exactement 13 ans d'existence. Oui. J'en sais quelque chose, je l'ai reçu plusieurs fois. Merci encore, un grand merci, parce que c'était pas évident. Oui. Pas évident du tout, et on remerciera toujours ceux qui nous ont ouvert, je dirais, les portes, que ce soit dans la communication, presse, télévision. Alors, quand je dis 13 ans, c'est 13 ans de dur labeur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes fiers, et très fiers de nous. Isanaja, c'est nous deux, oui. C'est vrai. Mais je ne suis pas venu aujourd'hui pour pleurer. Mais, comme on dit souvent en créole, ça raide même. Alors que nous sommes les enfants du pays. Nous sommes Guadeloupéens. Travail raide ou bien... Non, Danick. Non, on sait faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est vrai, on a démarré. Il y a quelqu'un sur la place, une fois, qui nous avait dit qui m'avait dit tout ouvertement, Jackie, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que vous, quand vous entrez par la grande porte, on vous fait sortir, mais on vous retrouve par la petite porte. Ouais. Ça veut dire beaucoup. Et je pense que cette personne-là, en fin de compte, nous a rendu service, nous a rendu encore plus forts.
On n'a pas baissé les bras. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire à des gens, des jeunes surtout, qui nous écouteraient aujourd'hui, qui nous regarderaient ce canal, de ne jamais baisser les bras, de toujours garder espoir pour demain. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Mais c'est vrai que parfois, à force d'en prendre, il y a une phrase que j'ai inventée en créole, on a dit souvent, ouais, coûtez doux, il y a un magasin. Ouais. D'accord? Et nous déjà riches. Et nous déjà riches, bien entendu. Alors, ceci étant dit, pour revenir directement sur Izanaja, Izanaja, c'est une structure qui permet, nous, au départ, on avait l'envie de faire connaître, puisque la formation d'Isabelle, c'est l'international. Ouais. Donc, quand elle m'a parlé du sujet, je lui dis, bon, ben, écoute, Banco, il faudrait qu'on fasse quelque chose, parce que moi, je suis rentré aussi en Guadeloupe, c'est pour apporter un peu de mon savoir-faire, de mon énergie qui me restait encore à pouvoir mettre à disposition de mon pays. Et donc, on s'est dit, on va monter quelque chose. Et on est parti comme ça, de rien, avec la connaissance de madame, bien sûr, et moi, si je dirais, avec, puisqu'à l'époque, j'étais encore en activité. Donc, je bénéficiais, bien entendu, d'un portefeuille de connaissances, de contacts, de gens. Et c'est comme ça que Izanaja a vu le jour. Alors, ceci étant, c'est vrai, c'est clair, que quand on est couple dans le même business, il y a des hauts, il y a des bas. Oui, ça c'est clair. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est-à-dire que quand il y en a un qui se trouve en un petit moment d'hésitation, ben l'autre doit être à côté pour remonter un peu, pour rebooster, parce que sinon, le bateau sombrera. Alors aujourd'hui, nous en sommes très très fiers de Izanaja. J'ai plaisir à le dire, à qui veut l'entendre. Nous avons commencé par des manifestations. On a participé à la foire de Nice, Monaco, Milan, dont nous emmenions avec nous des artisans de la Caraïbe pour se faire connaître. Notre objectif, c'était ça, et ce sera toujours ça, c'est de faire connaître notre beau pays avec la Caraïbe, bien entendu, à l'extérieur. Et ensuite, petit à petit, on a grimpé des échelons, si je puis dire, modestement. Donc, on a créé, entre autres, notre dernier bébé en date, c'est la CBC. La CBC, que maintenant, est-ce qu'il faut présenter la CBC? Je dirais oui et non, puisqu'il y en a qui ne connaissent toujours pas. Ça veut dire quoi, la CBC? Mais c'est notre... On en reviendra tout à l'heure. Mais je veux dire par là que nous en sommes très, très fiers, 13 ans d'existence. C'est vrai qu'on a pu peut-être agacer certaines personnes, parce que, Danick, pour créer une manifestation, participer à une manifestation, Danick, sincèrement, c'est la croix et la bannière. La croix et la bannière. Chez nous, on ne sait pas dire non. Chez nous, on dira toujours oui. Un quai. Tu peux compter sur moi, je serai avec vous, je serai là. Mais également, mais le problème, je prends l'exemple actuel là. Nous avons cette manifestation au Parlement à Strasbourg. Oui. Nous avons au mois de juin. Au mois de juin. Oui. Mais nous sommes déjà au mois de mai. Oui. Nous sommes en train d'attendre toujours des bons de commande. Mais les hôtels, on ne peut pas emmener des gens et les faire dormir à la Belle Étoile. C'est clair. Donc il faut faire des réservations. Mais les gens ne comprennent pas que quand ils disent que oui, nous serons avec vous, mais qu'il faut aussi que nous nous engageons pour les réservations d'hôtels. Mais on ne peut pas être non plus les banquiers. Ouais. Donc quand on téléphone, en plus de ça, à des heures décalées, il y a quand même 6 heures de décalage. De l'autre côté, ils vous disent, bon, ben vous versez un acompte. Ouais. Et c'est l'habitat Ravinred. Alors, on est obligé, tous les deux, pendant bon nombre d'années, on a joué les banquiers. Sans compter parfois les entourloupes qu'on a eues. Et après, mon Kevin Djouk qui a laissé ardoise. Non, ce n'est pas du tout le cas. D'accord? Parce que quand on vous décommande à la dernière minute, mais on sait qu'on ne risque rien puisqu'on n'a rien versé. Donc c'est encore la petite entreprise qui doit se démerder pour honorer ses engagements et tout cela. Donc si c'est pour en citer, il y en a plein à citer, mais ça ne nous effraie pas. Nous jappons coup, nous que continuer point coup, et je répète encore aux jeunes qui demain veulent être sur ce marché-là ou d'autres, de ne jamais baisser les bras, de toujours garder espoir qu'il y aura toujours une petite porte à l'horizon qui s'ouvrira. Parce que nous aussi, dans nos moments peut-être parfois les plus difficiles,
On était tous les deux à se concerter, à se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Je tire encore un grand coup de chapeau à notre expert comptable, parce que pendant la Covid, on n'a rien eu comme manifestation. Tout ce qu'on avait, c'était des annulations. Annuler, annuler, annuler. Donc, qui dit annulation, il n'y a pas de rentrée. Absolument. Et donc, quand on s'est rendu auprès de notre expert comptable, on lui a dit, bon, écoutez, on arrête. On arrête parce que là, c'est plus possible. Il nous a dit non. Vous n'allez pas arrêter. Izanaja a fait son petit bout de chemin. Izanaja a fait des choses constructives. Pour moi, à une belle, bien sûr. Donc, pour moi, je comprends votre désarroi, mais je vous conseillerais de... Faites ce que vous pouvez, mais tenez bon. Et là, on le salue encore, parce que grâce à lui, nous sommes toujours de la partie et on s'accroche. Bien, alors, Isabelle, comment ça va être ces assemblées du centre-ville? Comment ça s'organise? Les assises se présentent bien. Nous collaborons depuis 6 ans avec l'association du centre-ville en mouvement, qui organise chaque année de façon itinérante les assises. Et tous les 2 ans, depuis 2018, ils ont créé la biennale européenne. Donc cette biennale a eu lieu en 2018. Elle aurait dû avoir lieu en 2020, mais comme on le sait, tout a été annulé. Donc cette biennale se fait cette année à Strasbourg. Cela consiste en un congrès. Donc, il y aura lieu au Parlement européen de Strasbourg, qui rassemble des élus, des cadres, des techniciens, des collectivités, qui permet d'échanger sur tout ce qui concerne la dynamisation. Donc là, ce n'est pas le bon visuel, là, c'est les rendez-vous bleus. Donc, on est en décalé, ce n'est pas les assises. Mais donc, les assises, c'est vraiment le lieu pour échanger, pour des partages d'expériences, pour des rencontres, de belles rencontres sur la thématique de la dynamisation du centre-ville. Comment on fait pour redonner vie à nos centres-villes, pour redonner l'envie à nos jeunes, aux commerçants de revenir s'installer au centre-ville. Donc c'est du concret. Ce n'est que du concret. Donc ça intéresse les élus de nos collectivités. Absolument. Donc là, nous avons des EPCI qui ont déjà validé leur participation, de Martinique et de Guadeloupe, et des villes également, donc je dis bien île de Guadeloupe parce que nous avons aussi nos dépendances qui seront avec nous. Et la plus-value d'Izanaja, parce que le congrès, chacun peut y aller, la plus-value d'Izanaja, c'est d'organiser en marge de cette manifestation des rendez-vous spécifiques à la délégation qui est organisée par Izanaja. Donc nous sommes reçus aussi bien par des élus, nous serons reçus par exemple par la maire de Strasbourg qui, quand elle a su qu'il y avait une délégation ultramarine, a souhaité nous rencontrer. Nous serons reçus par le maire de Colmar, qui pour des partages d'expérience également. Et puis, bien sûr, avec des rendez-vous vraiment très ciblés sur... Alors, j'ai eu des demandes sur les fonds européens. Comment utiliser les fonds européens, sur la dynamisation, la dynamique économique concernant les personnes âgées, mais concernant aussi les villes périphériques, ce qui correspond chez nous aux grands fonds. Donc, on m'a demandé sur les villes périphériques, donc on rencontre notamment Colmar dans ce cadre-là. Il y aura aussi, on a sollicité la directrice du programme Petite Ville de demain, le président de l'association Petite Ville de France pour avoir des échanges ciblés et personnalisés avec eux, mais il y a aussi les ateliers sur l'action cœur de ville qui sera menée, et puis on a sollicité aussi des élus et techniciens de la région Grand Est sur l'économie bleue, sur la végétalisation des centres-villes, sur toutes les thématiques qui me sont remontées par rapport aux participants. Ça veut dire quoi, ils en ont déjà mort. Alléluia. C'est ça. Oui, ça, voilà. Alors, on a bien sûr l'accompagnement des entreprises qui nous ont fait confiance. Donc, dans ce cadre-là, j'accompagne 2 entreprises de notre fleuron industriel en externalisation internationale. Et puis, on a les manifestations, qui recommencent. Et donc, la première, ce sera les assises du centre-ville. Et je tiens à remercier, nous tenons à remercier, parce que nous avons eu la chance et la possibilité d'embaucher 2 jeunes. Donc, on a 2 jeunes collaborateurs qui nous aident énormément. Le visuel qu'on voit a été conçu, par exemple, par Marie. Donc, je ne sais pas s'ils regardent, mais on tient à remercier Marie et Dawan, qui sont 2 jeunes Guadeloupéens qui nous accompagnent. Alors, j'ai envie quand même de poser la question. Et le lien avec la Caraïbe?
qui avait commencé si bien il y a 2 ou 3 ans. Mais il continue plus que jamais, parce que donc on enchaîne en fait avec les rendez-vous autour de l'économie bleue qui auront lieu à Saint-Malo au mois d'octobre. Avant, après la route du Rhum. Alors là, pendant la période de la route du Rhum, il nous a paru très pertinent de pouvoir amener une délégation qui pourra aussi jouir de cet événement qui est quand même un événement exceptionnel. Donc on ne sera pas là au moment du départ, parce que c'est même pas la peine, les hôtels triples, donc ce n'est même pas la peine. Le départ, c'est le 6 novembre. Nous serons là du 24 au 29 octobre. Donc la semaine juste avant, donc la délégation pourra quand même profiter des bateaux, du village créole, etc. Mais nous, on fait des rendez-vous autour de l'économie bleue sur les thématiques filière de production, emploi, formation, tourisme bleu, avec des rendez-vous sur site, avec des rencontres institutionnelles, des rencontres d'entreprises. Nous avons notamment positionné, nous avons comme partenaire également le village Baïséa, qui a quand même un village très, très important à Saint-Brieuc que nous allons visiter. Nous avons aussi notre autre partenaire, je ne sais pas si je peux le nommer, voilà, qui est partenaire fournisseur officiel de la route du Rhum. Oui. Est-ce que la région soutient? Parce que la région parle beaucoup de l'économie bleue, c'est un des chevaux de bataille de la Richard-Luce, ça continue tout le temps dans l'économie bleue. Danick, permettez-moi, avant de parler de la région, Isabelle vient de citer l'exemple que nous avons. Nous ne sommes pas là pour donner, au contraire, et je maintiens encore ce mot. On parle souvent des jeunes depuis un certain temps. Tout le monde a parlé de jeunes. Nous sommes une structure. Isabelle ne tient pas à ce que je dise une petite structure. Mais quand je dis une petite structure, c'est que nous dépendons que de nous-mêmes. Oui. Nous-mêmes, nous deux là, nous dépendons de nous, on fait avec nos propres moyens. Et nos partenaires. Et les partenaires qui nous font confiance. Mais l'année dernière, on a eu un choix à faire. 2 jeunes, on aurait pu prendre un. On a eu un choix à choisir parmi les jeunes qu'on nous proposait. J'ai dit à Isabelle, non, il y en a 2 là. Moi, ça me fait mal au cœur, mais je les ressens bien. Elle m'a dit, moi aussi, je suis d'accord. Vous ne pouvez pas vous imaginer ces 2 jeunes qui sont nos collaborateurs, qui jusqu'à aujourd'hui, ils sont très contents d'être avec nous. Tout ça pour dire en 2 mots, que si chaque entreprise faisait la même démarche que nous, il n'y a pas obligé de pointer. Nous ne sommes pas plus riches, mais même Yon. Combien de jeunes qui cherchent, combien de jeunes qui nous téléphonent à savoir, monsieur, madame Adonis, si vous cherchez, je suis. Eh bien, nous en sommes fiers, nous, aujourd'hui, c'est de voir que avant moi, on savent qu'en bon, des Guadeloupéens aussi. Voilà, d'accord? Ok. Est-ce qu'on vous reverra avant le 26? Ça dépend de vous. Non, parce qu'il faudra peut-être préciser les choses, mais non, mais pas de problème. Alors c'est vrai que pour finir sur l'économie, sur les rendez-vous bleus, on enchaîne après avec des rendez-vous. On va essayer justement avec nos partenaires de faire des rendez-vous bleus en Guadeloupe en invitant des partenaires caribéens. Et ensuite, on enchaîne avec la CBC, la Caribbean Business Cruise, qui permettra... Les cruises reprennent? Yes. Bon, ok, on va aller plus. Ok, merci Jackie, merci Isabelle. Plaisir pour nous. Et merci encore à Canadis. Et merci à Bonfos. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pas lagué. Jamais. Si on lagué, on en met là. Enfin, l'Union ministre de la mer, en tout cas, je voulais aussi remercier Naïla, remercier Danick. Et puis ZCL, parce que c'est un partenariat, je dirais, de longue date. À chaque fois qu'on a eu un point de téléphone d'appeler Danick ou de Naïla, le résultat était d'une manière très flagrante, très spontanée. Merci encore à Canal 10 et merci à vous, toute l'équipe. L'année prochaine, on compte sur... Ok, voilà, il est 14h. Je rappelle très rapidement le proverbe du jour. Est-ce qu'il a toujours? Oui, il est là toujours. Comme tous les jours, on a un petit proverbe, celui-là est particulier. Tété doubout, c'est pour un temps.
la roue tourne et tout est éphémère. Bon. Oui, c'est Odalia qui choisit les proverbes tous les jours. C'était de votre temps, on a dit ça. Sinon, on a reçu un début, eh bien, comme toujours, nos dieux Tissoulou, Ismaël Oguenin et Jacques Davila, on a fait le point sur la question de l'eau et du SMIAC, puisque le SMIAC est en grève en ce moment. Ensuite, on a eu Madame Isabelle Faye, chronique, c'est quoi cette affaire? Elle a parlé de la réintégration des soignants. C'est une question qui est toujours à l'étude, semble-t-il. Puis, on a reçu Mme Marilène Ferdi-Rizio, qui est la chronique ICC News, Culture et Cinéma. Et donc, sur un liaisonnage qui se fait entre le CORECA, en ce moment, et le campus universitaire, le campus de Pointe-Noire, et ça fonctionne. Et puis on termine en beauté avec le couple de l'année, nous on dit comme ça, Isabelle et Jackie, Adonis Flandrina. On était très contents de vous revoir en tout cas. L'actualité, c'était aussi le procès de Moutaillère. On a vu les 9 avocats, mais le tribunal n'a pas encore réellement statué puisque la délibération se fait au mois de juin. Ensuite, nous sommes allés aux journées entières de diabétologie, puisque vous le savez, c'est la Guadeloupe qui est championne déjà après le chlordécone pour le cancer de la prostate. Mais en diabète, c'est un peu pareil. Et nos médecins avaient besoin d'un petit peu de recyclage. C'est la raison pour laquelle ces journées entières se sont faites ici avec des médecins venus d'ailleurs qui veulent aider nos médecins à prendre le pas. Ensuite, le prix Carmé des lycéens, c'est une haïtienne qui a remporté le prix cette année. Et la littérature haïtienne se porte bien. Puis on a terminé avec le Médé-Mémoire. On a vu Luc Renette avec des enfants aux amis. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation, c'était Yann. Et puis nous, on se retrouve à partir de lundi à 12h30, comme toute la semaine. Mauvaise autre. Il finit.